Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Fil 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Vous pouvez réagir, je vous le rappelle, et participer et poser toutes vos questions à nos invités sur Twitter en tapant hashtag 7-8 Société. On attend vos commentaires. Le thème de ce soir, après la mort de Moussa, quelles leçons a tiré Moussa? C'est ce jeune homme de 14 ans tué lors d'une fusillade à Trappes le vendredi 1er mai. Une mort violente qui a suscité beaucoup de réactions de soutien et de fraternité d'une part, mais qui pose également de nombreuses questions. Comment en est-on arrivé à ce drame? Guerre de territoire sur fond de trafic de drogue ou simple rivalité de quartier et surtout comment y mettre fin? Pour tenter de répondre à ces questions, trois invités. Ali Rabet, tout d'abord, maire adjoint délégué à la jeunesse et au sport à Trappes. Bonjour. Ali Rabet. Stéphane Dumouchi, qui est membre du collectif Trappes Citoyen, élu d'opposition à la mairie de Trappes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et enfin, Cheikh Oumar Mbaye, secrétaire général adjoint à la Solidarité. Donc, Solidarité, Kaïdi, c'est une association de coopération. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer cette émission, on va revenir peut-être sur cet événement. Messieurs, comment avez-vous tout simplement vécu ces événements à Trappes? Et puis, comment avez-vous reçu également le retour des habitants? Ali Rabet, peut-être pour commencer. Écoutez, moi j'étais adjoint de permanence. Vous savez que les adjoints se relayent toute l'année pour être de permanence, pour pouvoir parer à toute urgence. Donc les pompiers m'ont appelé, m'ont invité à me rendre sur les lieux en m'annonçant une fusillade et la blessure grave d'un enfant de Trappes. Je me suis rendu immédiatement sur place et j'ai dû organiser un certain nombre de choses. Le contact avec la famille, évidemment. Les discussions avec les jeunes qui étaient présents en nombre. Les discussions avec la police également, qui étaient sur les lieux. Et comment vous dire, comment j'ai vécu ça? C'est des circonstances et des moments que je ne souhaite à personne d'avoir à vivre et à gérer, évidemment. J'étais aux côtés de la famille toute la soirée. Je multipliais les allers-retours entre les lieux du drame, l'hôpital où la famille attendait le verdict, et les échanges avec les jeunes également. Assez rapidement, une dizaine d'animateurs de la ville sont arrivés pour pouvoir échanger avec les jeunes présents, pouvoir faire le tour des familles, et on a commencé immédiatement à se mettre en contact avec les familles du quartier pour partager leurs sentiments, s'assurer que les appels au calme se multipliaient. Et j'ai vécu évidemment cette soirée aux côtés de la famille, en particulier de la mère de Moussa. Ils sont restés très dignes, c'est ce qui est ressorti aussi. D'une extrême dignité, en permanence. Je pense en particulier aux frères et sœurs de Moussa qui étaient également à l'hôpital et qui attendaient le retour des médecins. Donc j'ai vécu cette séquence très douloureuse à leur côté. Et je vous disais donc très grande dignité de leur part, évidemment, au moment où le médecin a annoncé la mort de Moussa. Très grande dignité également le lendemain quand ils ont souhaité, puisque des familles du quartier ont très vite souhaité se retrouver, se réunir, discuter. Commencer également le travail de deuil. Quand on a appris la mort de Moussa, on a organisé dès le lendemain à 14 h un premier rassemblement avec des familles de plusieurs quartiers de la ville d'ailleurs, notamment du quartier du square. Le lendemain, de la mort de Moussa, le lendemain de la fusillade, qui a réuni plus d'une centaine de personnes dans un espace jeune et quelques centaines de personnes à l'extérieur, qui ont souhaité se réunir d'abord pour rendre un premier hommage à Moussa, pour partager le deuil collectivement dans le silence et la dignité. Et avant d'arriver à la marche blanche. Alors, je vous coupe, préparer notamment pour préparer la marche blanche. Je vous coupe, excusez-moi, Ali Rabet, puisque nous avons par téléphone Loïc Travers, délégué régional Île-de-France du syndicat de police Alliance, que nous avons donc en direct par téléphone. Bonsoir, monsieur Travers. Bonsoir. Alors, pourriez-vous tout d'abord nous parler de la situation que certains décrivent comme tendue? On a d'abord parlé de cette possibilité comme étant la cause principale de la fusillade, une tension, une rivalité entre deux quartiers de Trappes qui pourrait être à l'origine. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire qu'à ce stade de l'enquête, c'est encore un petit peu prématuré de tenter d'établir un mobile. Il est évident effectivement que c'est quelque chose qui peut ne pas être écarté, c'est-à-dire une situation de bande rivale, suite à un conflit personnel, suite à une bagarre, suite pourquoi pas à une affaire de stupéfiants, un règlement de compte. Je veux dire, voilà. Aujourd'hui, on a toute une possibilité, tout un panel, et le but pour les enquêteurs, c'est de négliger aucune piste dès le début, et de ne surtout pas se focaliser sur tel ou tel souci ou telle possibilité, mais au contraire, de balayer large. Et le but, c'est avec toutes les constatations qui ont été faites le jour du crime, mais aussi avec l'analyse des différents témoignages, de l'entourage, du voisinage, mais également tout le travail de recoupement dans le cadre de rapprochement judiciaire sur des faits similaires, de trouver petit à petit une piste qui se resserre sur un mobile précis. Mais aujourd'hui, il faut faire attention
c'est dangereux de commencer à dire que c'est telle ou telle piste. Voilà. Seule, effectivement, la suite de l'enquête pourra vraiment l'établir d'une façon précise. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé au travers une des raisons éventuelles de la fusillade. Où en est-on de l'enquête pour l'instant ? Pour l'instant, c'est le SRPJ donc de Versailles qui diligente l'enquête, d'accord ? Et on en est vraiment dans le travail de fond, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'exploitation de tous les témoignages, de ce qu'on appelle l'enquête de voisinage, l'entourage des personnes qui sont concernées de près ou de loin par cette enquête. Il y a un travail de constatation qui a été fait sur place, donc il faut espérer que des traces et indices soient exploitables afin de pouvoir orienter l'enquête, tout simplement. Donc là, on est dans le travail en fait de fin limier des policiers pour tenter de faire éclater la vérité. Alors, les fourgons, notamment de gendarmerie, sont présents un petit peu partout à Trappes en ce moment. La police craint-elle des vengeances, des représailles particulières ? Alors, l'idée, effectivement, que ce soit pour la police, mais aussi pour d'autres structures, que ce soit les membres de la mairie, etc., le but, c'est d'éviter effectivement une surenchère. Donc, l'idée de la police, là, c'est d'occuper le terrain, bien évidemment, avec des moyens peut-être un petit peu plus conséquents que d'habitude, ou en tout cas avec des patrouilles un peu plus dirigées. Le but, c'est de clairement faire un travail de prévention important, bien pour éviter, grâce aux patrouilles de sécurité publique renforcées à la présence des gendarmes ou des CRS, d'éviter le fait que ça puisse devenir un affrontement permanent ou des rixes permanentes. Le but, là, c'est clairement de faire en sorte qu'il y ait une sérénité qui soit la règle, de maintenir le calme et d'éviter toutes sortes de surenchères, et notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, une vengeance. Le but, c'est d'éviter ça. Alors, Loïc Travers, Stéphane Dumouchi a une question à vous poser et Ali Rabé également, qui sont présents avec moi en plateau. Stéphane Dumouchi d'abord. Oui, Monsieur Travers. Lors des échauffourées de 2013, Monsieur Valls avait annoncé un dispositif, d'une zone de sécurité prioritaire. Et je voulais simplement savoir ce que cela avait amené en termes de conditions de travail, en termes d'effectifs supplémentaires aux policiers de la ville de Trappes. Alors malheureusement, à cette question, elle nous est souvent posée, sur toutes les zones de sécurité, donc dites ZSP, qui ont été, on va dire, créées sur l'ensemble de la France, et plus particulièrement à Trappes. Nous déplorons, au titre du syndicat Alliance Police Nationale, qu'il n'y ait pas eu de moyens supplémentaires, ni en effectifs, ni en budget, ni en matériel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un effet d'annonce dans le cadre de ces zones de sécurité prioritaires, mais qui n'ont pas été suivies de choses, on va dire, concrètes en termes d'équipement, de moyens pour renforcer surtout les effectifs et puis faire le travail de prévention adéquat dans ce type de secteur. Effectivement, c'est un gros problème qu'on a dénoncé à maintes et maintes reprises et sur lequel nous n'avons pas été entendus et qui a par ailleurs perduré aussi dans d'autres endroits, en Île-de-France, mais plus généralement aussi en province. Une dernière question, les travers d'Ali Rabé, qui est adjoint. Déjà une première remarque avant une question concrète. D'abord dire que j'apprécie votre prudence quant au cours de l'enquête, évidemment, à l'identification des suspects de la fusillade. Il faut toujours être prudent dans les déclarations, surtout quand on est très sollicité par les journalistes. D'ailleurs, de ce point de vue, je regrette que dans le feu de l'action, les premières heures, dans les commentaires médiatiques, vous ayez laissé entendre que le jeune Daouda qui a été blessé lors de la fusillade a été gravement blessé. Il faut se garder de ce genre de commentaires parce que les familles qui attendent de savoir comment va leur enfant peuvent évidemment être perturbées si elles savent qu'une source qui s'exprime à visage découvert annonce une blessure grave, là où effectivement la blessure était heureusement pour Daouda et sa famille superficielle. J'en profite également pour dire un mot particulier pour Daouda qui était présent à la manifestation à la Grande Marche Blanche et qui évidemment a subi des séquelles en dehors des blessures physiques qui sont psychologiques, des séquelles psychologiques assez sérieuses. Je vous pose une question également, non pas au sujet de la ZSP et des résultats, mais plutôt au sujet de la police de proximité qui a été supprimée, vous le savez maintenant, il y a plus de 15 ans par Nicolas Sarkozy. Cette police de proximité dont on a besoin à Trappes, puisqu'il y a aujourd'hui des fourgons de CRS et des véhicules qui sont massivement présents à Trappes, ça contribue aussi à rassurer la population qui nous le dit. Mais on a besoin, non pas pendant 15 jours, mais durablement, d'une police qui connaisse les habitants, qui circule à pied dans la ville et qui soit capable d'identifier les fauteurs de troubles et de ne pas ramasser au chalut
tous les jeunes de Trappes quand il y a une difficulté. Quelle est la position de votre syndicat sur la police de proximité? On laisse Loïc Travers répondre et on précise que sur TV Fil, à l'Érabé, on a toujours précisé que Daouda était légèrement blessé. Loïc Travers, on vous laisse répondre. Oui, alors sur le premier point, la gravité des blessures, effectivement, ce n'était certainement pas de la surenchère médiatique, mais elle est bel et bien une blessure, effectivement, que l'on peut considérer comme grave, eu égard notamment au type d'arme utilisée. D'accord ? On sait ce que peut faire un tir en rafale en termes de dégâts, et notamment quand il s'agit de 9 mm. C'est tout simplement les raisons qui ont conduit effectivement à ce mot, peut-être un petit peu fort pour vous, mais qui effectivement avait quand même donné lieu par ailleurs à quelqu'un qui était décédé. Donc effectivement, il y a quand même une gravité qui était assez importante. Le deuxième point pour la police de proximité, et notamment sur les moyens qui ont été mis en place à l'époque que vous avez cité, moi j'irais beaucoup plus loin que ça. Parce que moi, comme jeune policier en 1999, j'ai participé à la mise en place de la police de proximité à l'époque de M. Chevènement. Et c'était déjà la même problématique que pour les ZSP. C'est-à-dire que l'on avait des missions avec des endroits bien définis, donc c'était assez précis, assez carré, on va dire, mais à côté de ça, eh bien, on n'avait absolument pas les moyens pour ce faire. Et je me souviens, moi, à l'époque, des gros problèmes, c'est qu'on avait un effectif dans mon unité à l'époque où nous étions arrivés à 20 d'un coup, et nous n'avions pas les véhicules pour patrouiller. Il y a des véhicules qui avaient été empruntés sur tous les services de France et de Navarre pour justement faire en sorte que l'île de France, au niveau de la mise en place de la police de proximité, eh bien, ce soit clairement encadré. Donc, déjà à l'époque, et en 1999, mais après aussi, on a eu cette problématique, effectivement, du manque de moyens à l'occasion eh bien, des annonces faites à grand renfort de publicité de la mise en place de la police de proximité. Voilà. Et je finirai par dire quelque chose qui est quand même important. C'était un petit peu souligné tout à l'heure. On a là un fait particulier sur Trappes. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas une résurgence de ce type de problématique depuis 3 mois. Ce n'est pas le cas. On a là l'utilisation d'une arme automatique en rafale de type 9 mm, avec certainement une envie de blesser, voire de tuer, puisque malheureusement, c'est l'un des dégâts. On a une rapidité de l'action, et là, on a quelque chose qui ressemble à un fait nouveau. D'accord ? Quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres endroits en France, et notamment, je parle plus particulièrement du 93, où des mamans ont défilé effectivement à Saint-Ouen par rapport à une problématique de violence et de trafic de stupéfiants, il est évident que je partage l'idée de la personne qui vient de s'exprimer, qu'il ne faut surtout pas que ça se généralise, et j'espère que ça va rester un fait particulier et qu'il va être isolé. C'est tout ce que j'espère. Merci en tout cas Loïc Travers. Je rappelle que vous êtes délégué régional Île-de-France des syndicats de police Alliance. Merci de vous être rendu disponible. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous vouliez, cher Omar Mbaye, réagir sur ce que vient de dire peut-être Loïc Travers et sur la situation globale et sur les solutions qu'il faudrait apporter également pour sortir de tout cela à Trappes. Moi, je voulais toujours revenir sur ce dossier, sur ce point de police de proximité, parce que je vois que même s'il n'y a pas cette police de proximité, on pouvait quand même avoir une possibilité de ces policiers-là de se permettre de se rapprocher de ces jeunes-là, d'avoir un moyen de dialoguer avec ces jeunes, que de les voir juste à secourir entre eux. Et ça pourrait faciliter la tâche, ça pourrait permettre un dialogue, de comprendre ces jeunes avant que telle tragédie arrive dans la ville. Donc là, il y a une grande écart. Donc les jeunes, ils fuient tous les jours les policiers. Et ça, je crois que le fait de créer quand même un système de dialogue avec ces jeunes, de se rapprocher de ces jeunes-là, ça permettrait quand même de faciliter la tâche en cas c'est des problèmes qui arrivent. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est mis en place, Stéphane Dimouchi? Il n'y a aucun lien entre la police et les habitants, ou est-ce que la mairie, selon vous, facilite ces échanges? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est plutôt à M. Rabet. Non, mon sentiment, alors pas forcément d'élu, mais de citoyen. Vous êtes quand même au conseil municipal? Oui, je suis au conseil municipal, mais pas seulement. Parce que devant ce qui s'est passé, deux choses, choc et émotion. Alors choc en tant qu'élu et émotion en tant qu'élu, mais pas seulement. Choc et émotion en tant qu'habitant de Trappes, mais pas seulement. Choc et émotion en tant que père. Qui se dit, mais est-ce que cela pourrait arriver à un de mes enfants, ou à ma famille, ou à mes voisins, ou à mes proches et à mes amis? Je ne veux pas faire dans le sensationnel, mais quand même, c'est une question qui se pose. Alors,
depuis que ces événements ont eu lieu, j'entends ici ou là des commentaires politiques qui, moi, ne me conviennent pas. Par exemple? J'entends par exemple le maire de Trappes qui explique que ce qui s'est passé, Guy Malandin, ce qui s'est passé est causé par un déficit d'éducation ou un déficit d'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Je suis désolé, monsieur Malandin, là on n'a pas affaire à une incivilité. On a affaire à un meurtre, à un homicide commis, comme le rappelait monsieur Travers, à l'arme lourde, à l'arme automatique, à une arme de guerre, une arme de grand banditisme. Et ça, faut en prendre conscience. Donc, Ali Rabé, c'est la faute des parents, selon Guy Malandin? Je vais vous dire, samedi, quand on s'est réunis avec les familles, c'est un membre de la famille de Moussa qui a pris la parole et qui a interrogé, c'était légitime ou pas, la question de la responsabilité des parents dans la surenchère, dans les affrontements, dans les bagarres qui peuvent exister. Donc c'est une question qui est ressortie, qui a été posée. Je n'ai pas entendu Guy Malandin dire les propos que je viens d'entendre, mais moi je ne suis pas là pour polémiquer sur ce qu'a dit ou pas dit Guy Malandin. Ouais. Parce que je vous disais, un membre de la famille a tenu ce discours. On est tous interrogés par ce qui s'est passé, et on est tous convoqués pour réfléchir aux solutions, non pas pour éviter que ça se reproduise, parce que personne n'a la baguette magique pour éviter que ça se reproduise et qu'un enfant de Trappes meure. Si quelqu'un l'a, c'est un menteur, ou alors qu'il la présente en public. On est tous convoqués pour essayer de réfléchir aux causes et aux solutions. Et évidemment, pour certaines familles, le désengagement des familles est un problème. Il faut voir comment la société peut répondre à cela, à travers des dispositifs publics, à travers l'engagement de la communauté des trappistes. Non pas le communautarisme, justement, mais l'engagement de l'ensemble des trappistes. Ce que vous faites, par exemple, à Caïdi, dans votre association, y compris avec vos jeunes, là, il y a un mois, vous avez organisé une manifestation avec la jeunesse de Trappes. Exactement. C'est une façon d'impliquer les parents, les enfants, les jeunes eux-mêmes, pour organiser la solidarité dans cette ville, mener des actions de solidarité internationale, c'est le cas pour Caïdi, au niveau de la commune de Trappes, et pour qu'on se protège les uns les autres, finalement. Et c'est aussi ce qui s'est passé pendant la marche silencieuse de lundi, c'est que plus de 2000 personnes se sont rassemblées pour se sécuriser les uns les autres, pour investir le terrain également, pour dire que Trappes nous appartient, les rues de Trappes nous appartiennent, et que nous ne tolérerons pas, il y a des villes où c'est accepté, où c'est quasiment quotidien, nous ne tolérerons pas l'usage d'armes à feu à Trappes. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer sur qui a dit quoi. Alors justement, pour éviter de polémiquer, venons-en aux solutions. Merci. Quelles sont les solutions que vous proposez, que ce soit vous, Ali Rabé à la mairie, Stéphane Dumouchi, c'était pas une ou polémique, bien c'était une réaction de père qui se pose des questions. Alors évidemment, on peut mettre ça sur le terrain de la politique, mais c'est un échappatoire pour laisser toujours ce débat dans l'émotion. Effectivement, il faut trouver des solutions, mais les solutions, elles se trouvent pas que dans des dispositifs qui finalement ne font pas leur effet parce qu'il n'y a pas les moyens derrière. Monsieur Travers parlait tout à l'heure de la ZDSP, la zone de sécurité prioritaire, qui pour vous donc ne sert à rien. Elle servirait à quelque chose si on mettait les moyens qu'il fallait. Voilà. On peut. Alors j'entendais justement Monsieur Hamon dire que la zone urbaine prioritaire fonctionnait parfaitement. Alors là, je ne veux pas rentrer non plus dans la polémique, mais on n'est pas justement en période d'autosatisfaction. On est dans une période où on doit se poser des questions et peut-être remettre en cause des solutions et mettre en place des évaluations pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cheikh Oumar ? Oui, moi je crois que c'est important aussi de faire des journées de sensibilisation, comme il vient de le dire, parce que ces jeunes-là, quand ils les voient, quand même, ils sortent de l'école à l'âge très jeune, et ça c'est très important. Quand ces jeunes, tu les trouves devant des bâtiments, à l'âge de 14 ans, 15 ans, et que ces jeunes... C'était le cas de Moussa, le jeune Moussa était devant un bâtiment. Devant un bâtiment, à l'âge de 14 ans, 15 ans, ces jeunes, ils ont déjà eu l'échec de l'école. Ils n'arrivent plus, ils n'ont pas de formation, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et donc, quand ils se retrouvent comme ça devant les bâtiments toute la journée, il est fort probable qu'ils se construisent sur d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Donc, je crois que l'État doit aussi agir sur ça. Oui. Éviter que ces jeunes-là se retrouvent, à cet âge-là, se retrouvent dans la rue et que ces parents, ils sont diminués parce que la plupart de ces jeunes-là aussi, les parents n'ont pas fait de l'école. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur la vie que ces jeunes-là font dans les cités. Donc, c'est à l'État de venir à l'aide. Donc, quand on laisse ces jeunes-là juste avec les parents, ils ne vont jamais s'en sortir. Parce que s'ils ont déjà l'échec de l'école à l'âge de 14 ans, donc ces parents, ils n'ont pas assez de moyens pour permettre à ces jeunes-là d'aller dans des grandes écoles. Donc, le seul souci qui se trouve, c'est de se retrouver devant des bâtiments et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va se construire sur une mauvaise chemin et que l'État viendra après, alors qu'ils auraient dû être là avant.
Alors justement, Ali Rabi, comment on fait concrètement pour éviter que des jeunes restent à stationner, on va dire, devant des bâtiments? Déjà un tout petit mot sur la ZSP. Moi, je ne suis pas l'avocat du ministère de l'Intérieur. Moi, je pense qu'il faut des effectifs de police toujours plus nombreux dans des villes comme Trappes et surtout qu'ils soient des policiers de proximité. Alors moi, je ne veux pas qu'on me rétablisse le même dispositif qu'en 97, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir des policiers à pied, en vélo, comme notre police municipale, qui circulent au milieu des habitants, qui soient repérés par les habitants. La police municipale à Trappes. La police municipale à pied, à Trappes, c'est le cas. Mais la police nationale, on aimerait, et le maire le sollicite systématiquement en conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, des effectifs plus nombreux et qui circulent au milieu de la population, à pied, comme dans certaines villes de ce pays. Des équipages qui ne circulent qu'en voiture, c'est bien, ça donne de la visibilité. Mais un policier en tenue au milieu de la ville, c'est ça qui rassure les habitants. En allant acheter sa baguette, vous pouvez croiser un policier qui circule au centre commercial en même temps que vous. Sur ce qui est fait, il faut aussi parler de ce qui est fait de bien. Je parlais tout à l'heure de l'association Khalidi qui est active auprès des trappistes, en particulier des jeunes. Juste pour Moussa en particulier, il était non pas à traîner en bas de chez lui toute la journée, etc. Moussa, c'est un enfant qui, évidemment, était en vacances. Je vous rappelle que ces faits ont eu lieu pendant les vacances. Donc un enfant à 15 heures à l'extérieur, avec ses amis dans son quartier, c'est normal. Il est en vacances, il fait beau, il est à l'extérieur. Premier élément. Deuxième élément, une semaine avant, la première semaine des congés, Moussa était une semaine en vacances, en Auvergne, oui. Dans un séjour municipal organisé par la mairie de Trappes. Pour la première fois, d'ailleurs, nous organisons ce séjour, qui n'est pas un séjour classique. Nous avons emmené 54 élèves de 3e, uniquement des élèves de 3e, puisqu'il s'agissait de préparer le brevet des collèges. Donc Moussa, qui devait passer le brevet des collèges dans un mois, préparait pendant une semaine, entre autres activités, préparer le brevet en ayant pas moins de 5 heures de révision par jour. Donc il faisait partie de ces élèves très sérieux, qui voulaient mettre toutes les chances de leur côté pour avoir leur brevet, et qui révisaient 25 heures en une semaine, en 5 jours, au milieu d'activités de loisirs, etc., avec des professeurs payés par l'éducation nationale, des profs. Donc, je vous parlais sur les dispositifs, évidemment, il y a ça. Il y a plus de 120 gamins qui participent à l'accompagnement à la scolarité dans les espaces jeunes. En sortant de l'école, ils vont réviser avec des professeurs pour maximiser leurs chances d'obtenir des diplômes. Il y a plein de dispositifs comme ceux-là qui sont organisés. Ce ne sera jamais suffisant. Il faudra toujours en faire plus. Justement, c'est ce qu'on vous reproche. Et de ce point de vue, une ville comme la ville de Trappes, c'est de ne pas en faire peut-être suffisamment. On nous demande d'en faire moins. Délaisser des quartiers. Moi, on nous demande d'en faire moins. Le budget de la ville de Trappes de cette année, pour la jeunesse, c'est plus 30%. J'aurais aimé que l'opposition, je pense que Stéphane Dumouchy aurait aimé le faire, mais j'aurais aimé que toute l'opposition, notamment l'UMP, puisse voter, ne serait-ce que pour l'augmentation de 30% du budget jeunesse. On est une des rares villes en ce moment qui n'augmente pas les impôts et qui augmente le budget pour la jeunesse. C'est des dispositifs nouveaux, courageux qu'on met en place. Il faut aussi qu'on ait plus de moyens. Et une ville comme Trappes à qui on baisse les dotations, effectivement, mais qui refuse d'augmenter les impôts parce que ce n'est pas le moment d'aller alourdir la charge pour les trappistes qui n'en ont pas les moyens, vous le disiez tout à l'heure, mais qui choisit de sacrifier certains pans pour mettre un maximum de budget sur la jeunesse. Stéphane Dumouchy. Oui, alors il y a un problème social, et M. Rabet a raison de le rappeler, et monsieur aussi, mais là on est quand même encore une fois dans un acte extrêmement violent, qui n'est pas que social, qui concerne la sécurité des uns ou des autres, des trappistes, qui concerne l'implication et le professionnalisme de la police, ou en tout cas l'implication et les moyens que l'on donne pour que cette implication puisse se faire. Mais le problème de Trappes, c'est uniquement un problème sécuritaire. C'est qu'il n'y a pas juste assez de... Il n'y a rien d'autre. Au jour d'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, oui, on doit absolument parler de sécurité et absolument parler de justice. Ça fait un peu plus d'une semaine et plus que les événements sont arrivés. On a très peu encore d'éléments pour éclaircir les causes de ce meurtre, de cet assassinat. Je pense qu'on est en droit d'exiger un peu plus de rapidité. Et j'espère que Monsieur le maire, Monsieur Rabet et les élus de la majorité vont faire en sorte que la justice et la police agissent au plus vite pour que les familles de Trappes soient rassurées ou en tout cas connaissent les éléments de cette enquête et qu'on en trouve enfin les coupables. Cheikh Oumar Mbaye, un dernier mot pour terminer. On peut aussi, quand on parle aussi de la sécurité et la justice, on pourra aussi parler de l'avenir de ces gens-là avant que cela arrive, parce qu'il faut éviter que cela arrive pour parler de la sécurité. Notamment avec la prévention, voilà, la prévention et tout, pour que cela n'arrive pas. Parce que si cela arrive, après on parle de la sécurité ou de la justice, on aimerait bien n'a pas parlé de ça, parce que ça c'est déjà... Je suis complètement d'accord avec vous. Ce qu'attendent les trappistes, c'est la paix et la justice. Moi j'ai entendu ça dans le cortège de la marche
marche blanche. Je n'ai pas entendu que ça. J'ai entendu aussi des expressions de colère, des expressions d'inquiétude. Et là, il faut absolument trouver les coupables au plus vite. Un dernier mot de conclusion, vraiment rapidement, Ali Rabeh. Un petit mot rapide pour dire qu'effectivement, nous attendons tous les suites de l'enquête, parce que ça va contribuer à crever un peu les fantasmes. Personne n'est capable de dire qui a commis cet acte aujourd'hui. Personne. Est-ce que c'est des gens de Trappes, en dehors de Trappes, d'un quartier ou d'un autre? Est-ce que ça a rien, quoi que ce soit à voir avec les rivalités de quartier? Tout ça relève du fantasme. L'enquête est en cours. Il faut attendre, il faut patienter. Il faut exiger de la police et de la justice que les progrès arrivent rapidement. Et sur la question des moyens, pour revenir sur ce que vous disiez, M. Mbaye, on a dans la ville de Trappes un club de prévention spécialisé qui est financé par le département. Les amis de l'opposition, notamment au conseil municipal, qui dirigent le département. Je termine là-dessus pour dire que nous avons 10 éducateurs spécialisés à Trappes. Il nous en faudrait 20, il nous en faudrait 25. Moi, je dis quelque chose solennellement maintenant, là, avant de conclure. On entend dire que les moyens de la prévention spécialisée pourraient être réduits à Trappes. Je dis donc ce serait une 10, catastrophe. C'est déjà largement insuffisant. Réduire nos moyens, ce serait suicidaire. Merci Alain. On avait d'ailleurs invité la sauvegarde, les médiateurs, mais bon, je n'ai pas eu de retour de leur part. Merci en tout cas à tous les cas. C'est pas eux qui décident. Oui, tout à fait, j'ai pas eu de retour. Je lui lance un appel solennel. Il connaît les quartiers populaires. Il a été élu de Mantes-la-Jolie. Merci Ali Rabeh, merci à tous les trois, et le quatrième, Loïc Travers, d'avoir participé à ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 7-8 Société à 18h30 en direct. Nous parlerons de la réforme des collèges. Bonne soirée.